Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène dans les hauteurs de la Patagonie avec Marie-Lys pour une randonnée au pied du mont Fitzroy. Puis on se plongera dans l'histoire et les bienfaits du maté, sacro-sainte boisson herbale d'Amérique du Sud. On recevra ensuite Claire, conseillère de notre équipe à Santiago, avec qui on parlera de l'une des plus belles régions du Chili selon nous, celle des lacs et volcans. On commence tout de suite avec notre carnet de voyage, et ce mois-ci on suit Marie-Lys qui nous guide à travers les sentiers d'El Chaltén, capitale du trekking en Argentine. L'objectif ? Être témoin du lever de soleil sur le mont Fitzroy, sommet emblématique de la Patagonie australe. Bonne écoute ! On vous emmène en randonnée dans le massif du Fitzroy. Le massif du Fitzroy est un incontournable pour tout randonneur qui voyage en Patagonie argentine. Un seul petit village, El Chaltén, accueille les voyageurs venus du monde entier, les bottines bien lacées, pour profiter des paysages iconiques de la capitale du trekking. En réalité, El Chaltén n'a rien d'une capitale. Le village a beau être un rendez-vous touristique, il garde un esprit de communauté. Comme il est de coutume dans les refuges de montagne, lorsque vous vous promenez dans la rue, il est assez courant de s'arrêter quelques minutes pour parler avec les passants et échanger sur vos expériences et vos bons plans. Lorsque nous arrivons au village, nous nous hâtons de déposer nos affaires à l'hôtel pour partir gambader dans les hauteurs. Nous enfilons nos chaussures de marche et partons à la recherche d'un coin perché d'où nous pourrons admirer une vue panoramique du village. Nous trouvons un sentier qui mène à la Laguna Torre. Nous rejoignons le Mirador Al Torre, où nous pouvons apercevoir le cordon Adela, le Cerro Torre et les aiguilles de l'emblématique Fitzroy qui se détachent du ciel bleu et de la nature verdoyante des environs. Nous les avions aperçus une première fois alors que nous nous approchions du village, mais les voir ainsi est merveilleux. Il est 17h et nous marchons depuis seulement 1 heure. Alors nous décidons de pousser la promenade jusqu'à la Laguna Torre. Arrivés, nous avons à peine le temps d'admirer les petits icebergs qui flottent sur l'eau que le vent descendant des glaciers nous souffle de repartir. Le temps pressant, nous nous remettons en marche et nous arrivons au village vers 21h30. Les derniers rayons du soleil nous tirent leur révérence en enflammant le ciel. Le lendemain, nous partons en direction de la Laguna Torre, qui semble être en marge des sentiers touristiques. Le temps est bougon, et nous avons le droit à un mélange entre pluie, neige et soleil. Mais cela veut dire que nous sommes seuls au monde. Il y a peu de touristes. Notre marche est rythmée, et passé les premiers dénivelés, nous atteignons à nouveau une grande vallée qui mène au glacier. Alors que nous déjeunons à l'entrée de cette vallée, un condor fait son apparition, nous survole de près, et se pose à quelques dizaines de mètres de nous. Il me paraît d'abord petit, mais lorsqu'il se pose au sol, je réalise l'immensité de son être. Nous aurons la chance de profiter de sa compagnie pour le reste du trek. Après notre pause, nous attaquons donc cette grande plaine qui doit nous mener à la lagune. Les paysages sont très différents de la veille. Les roches sont teintes de rouge et d'orange et se détachent des roches voisines encore enneigées. Nous traversons plusieurs tronçons de rivière non sans nous tremper les bottines et nous atteignons finalement notre but après 2 heures de marche. À nouveau, le vent souffle à tel point que nous ne restons que 10 minutes avant qu'il ne nous balaye. J'avais entendu parler du vent de Patagonie, mais je ne m'attendais pas à sentir sa force de souffle, au point de me mettre à courir. Nous reprenons donc notre marche, en silence, rendus sourds par le vent. Les pieds en compote et le sourire aux lèvres, nous arrivons juste à temps pour le coucher du soleil au-dessus du village. Notre marathon ne s'arrête pas là et nous repartons le lendemain pour une nouvelle balade, cette fois-ci plus douce. Après une bonne grasse matinée, nous entamons donc une marche de 6 heures en direction de la fameuse Laguna de los Tres. Encore une fois, le vent au sommet nous chasse. Mais quelle beauté! Nous sommes arrivés au pied des aiguilles du Fitzroy. Il y a un lac et beaucoup de pierres, mais presque aucune pousse d'herbe n'a survécu au froid. Sur le chemin du retour, le soleil nous signe son départ d'un ciel encore une fois enflammé, à croire que c'est une habitude dans cette région. Je reste béate devant de tels paysages, les bras ballants, les yeux écarquillés, comme perdus dans une peinture d'un grand artiste.
Nous décidons alors de nous réveiller à 3h du matin la nuit suivante pour aller admirer le lever du soleil au pied de la Laguna de los Tres. Lorsque le réveil sonne, nous enfilons nos bottines, les visages encore endormis, et nous partons avec nos lampes sur nos pas de la veille. Il fait froid et très sombre, alors nous marchons en silence, perdus dans nos pensées. Pressés par la température et le temps, nous avançons au pas de course et nous ne faisons aucune pause avant le sommet. Au-dessus de nos têtes, nous pouvons clairement apercevoir la Voie lactée. C'est magnifique. Sur le flanc de la montagne, une ribambelle de lampes se suivent et s'apprêtent à gravir la dernière pente qui mène au lac. Une trentaine de personnes ont bravé la fatigue et le froid dans le seul but de vivre un moment magique. Il n'y a presque aucun bruit et je me perds dans les méandres de mes pensées. Le soleil annonce son arrivée en enflammant le ciel et les nuages. C'est inouï, je n'ai assurément jamais assisté à un tel spectacle. Mais ce n'est pas fini, et alors que la lumière du jour s'installe, le Fitzroy se colore de rose. Les couleurs s'attardent 10 minutes à peine, mais cette marche de nuit restera parmi les meilleurs souvenirs de mon séjour à El Chaltén. Je repars à Buenos Aires, le cœur rempli de merveilleux souvenirs. J'ai l'impression que les jours ont filé, et pourtant notre arrivée me paraît déjà très lointaine. El Chaltén est un joyau perdu dans l'immensité de la Patagonie, un incontournable de tout voyage en Argentine. Merci d'avoir écouté notre carnet de voyage. Passons à présent à notre rubrique Nulle part ailleurs. Aujourd'hui, Margot nous explique tout sur le maté, ce mot qui désigne tout à la fois une herbe, une boisson et son contenant. Aujourd'hui, on va aussi vous parler du maté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais le maté est une boisson très connue et vraiment réputée en Amérique du Sud. Depuis des années, le maté, c'est comme le café des Argentins et des habitants d'Amérique du Sud en général. C'est-à-dire qu'ils en boivent à n'importe quelle heure de la journée. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le maté ? En fait, le maté vient d'un arbre qui pousse dans des régions plutôt humides. Généralement, on peut le retrouver en Argentine ou au Paraguay. Et cet arbre s'appelle le Ilex paraguarensis. On lui a donné ce nom puisqu'il poussait anciennement dans la région Paraguaria, c'est-à-dire des zones de mission jésuites qui regroupaient le Paraguay, la Bolivie, l'Uruguay, le Chili, le Brésil et l'Argentine dans les années 1500. Cet arbre produit donc des feuilles appelées yerba maté, qui sont consommables. Et depuis des années, on l'utilise en boisson, comme un thé. En fait, le yerba maté possède de la caféine et énormément de bonnes vertus pour la santé. Il est donc un stimulant naturel avec de la caféine. C'est aussi un antioxydant, un anti-inflammatoire. Il régule le cholestérol et il favorise la concentration. Il a donc une certaine saveur aromatique, mais il est plutôt amer. Mais est-ce que vous saviez que Antoine Griezmann et le pape François en consomment aussi ? Eh oui. Mais du coup, ça vient d'où le maté ? En fait, pour continuer sur l'histoire, il y a très longtemps vivait un peuple indigène appelé le peuple des Guaranis. Ce peuple étalé sur une grande partie de l'Amérique du Sud considérait l'arbre comme un cadeau de Dieu. Et il se servait des yerba maté, donc des feuilles, comme boisson, mais aussi comme une monnaie d'échange. Et d'ailleurs, le mot maté vient du quechua mati, qui veut dire calebasse, et qui est donc le contenant dans lequel on boit le maté. En plus, ces calebasses sont aussi appelées maté en Argentine. Oui, ça fait beaucoup. Puis, du coup, avec la colonisation et l'arrivée des Espagnols, certains étaient très sceptiques sur le maté, et ont même commencé à appeler ça la boisson du diable. Mais au fur et à mesure qu'ils essayaient, le maté a commencé à faire partie de leur routine. Au XVIIe siècle, l'arrivée des jésuites en Amérique du Sud a permis au maté de devenir beaucoup plus populaire et de se développer, pour devenir aujourd'hui une production mondiale avec, tenez-vous bien, 268 millions de kilos de production par an en Argentine, qui sont d'ailleurs importés et exportés dans le monde entier. Et du coup, comment ça se boit ? En fait, le processus est relativement simple. Dans sa calebasse, on vient mettre des feuilles de yerba maté, donc qui sont préalablement séchées et moulues, et on remplit d'eau chaude. Attention, il ne faut pas mettre de l'eau trop bouillante, sinon le goût si original du maté va disparaître et ça va devenir mauvais. Une fois que la boisson est prête, on vient placer sa bombilla, c'est-à-dire une paille en métal qui possède un filtre sur la partie inférieure, donc qui est immergée, afin de ne boire que l'eau aromatisée. Et voilà, c'est prêt.
Dans certains pays, le maté ne se déguste pas de la même façon. Par exemple, on peut le boire froid quand il fait très chaud dehors. Une autre manière de le déguster est simplement de l'infuser comme du thé, puisqu'il est des fois mis en sachet, et certains rajoutent même du sucre pour casser le goût amer du maté. Vous l'avez donc très bien compris, le maté est beaucoup plus qu'une boisson en Amérique du Sud, et le boire est une réelle tradition qui réunit les gens. La coutume veut que le maté se partage avec sa famille ou avec ses amis, et qu'il faut se passer la boisson et boire dans la même calebasse pendant un temps indéfini. Sachez aussi que les feuilles yerba maté peuvent s'infuser près de 15 fois. Et oui. Maintenant que le maté n'a plus de secret pour vous, ça vous dit de tenter ? On écoute à présent Claire, conseillère de voyage au sein de notre équipe de Santiago. Au programme, les atouts et lieux d'intérêt, les choses à faire et à voir dans la région des lacs et volcans, dans le sud du Chili. Et vous allez voir, il y a de quoi s'occuper, surtout pour les amoureux de la nature, de beaux paysages et de randonnée. Salut Claire, comment vas-tu ? Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Anaïs, moi ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire depuis quand tu vis au Chili et ce qui t'a fait t'y installer ? Oui, tout à fait. Alors ça va faire dans un mois 7 ans que je suis installée ici. Je suis arrivée pour un échange universitaire en urbanisme et paysage. Et puis histoire classique, je suis tombée amoureuse du Chili et d'un Chilien. C'est pas la seule. Ok. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que tu fais au sein de l'équipe de Voyage Exception ? Tout à fait. Alors je suis conseillère voyage. J'organise des séjours sur mesure, selon les centres d'intérêt, les envies, la durée sur place, le budget de chacun. En fait, on échange finalement par mail avec les voyageurs, de plus en plus maintenant en visio, depuis la pandémie surtout. Et en fait, on construit ensemble des parcours pour qu'on soit au plus proche de leur projet. Et une fois qu'ils arrivent sur place, je les accueille, on se rencontre, on commet le roadbook, etc. On leur présente le parcours. Et surtout, on les suit tout au long du parcours. Donc, je suis pas toute seule, c'est toute une équipe derrière qui est aux petits soins. Super. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur une région qui, je le sais, nous tient très à cœur à toutes les deux, la région des lacs et des volcans au Chili. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous la situer ? Bien sûr. Oui, c'est pour ne pas dire ma région préférée, peut-être la tienne aussi, je pense, et celle de beaucoup de Chiliens finalement en saison estivale. Alors c'est une région touristique qui regroupe 3 régions administratives, donc l'Araucanie, qui est dans le nord de la région, les fleuves et puis les lacs. Géographiquement, on va dire que globalement, ça se situe entre les villes de Temuco au nord et de Puerto Montt au sud. Et respectivement, c'est entre 700 et 1000 km de route depuis Santiago. On peut même dire que ça peut aller jusqu'à Chiloé, mais moi je pense que Chiloé c'est plutôt une entité à part entière qui peut faire l'objet d'une autre étude pour après. Ouais, je pense qu'on en fera une autre interview d'ailleurs. Ouais, super. On l'appelle communément la Patagonie des lacs et des volcans. Mais pour certains, c'est pas la Patagonie à proprement parler, puisque finalement, les portes de la Patagonie pourraient s'ouvrir à partir du village de Cochamó, qui est un peu plus au sud de Puerto Montt. Donc soit la Patagonie des lacs et des volcans, soit juste la région des lacs et des volcans. Ouais. Et les Chiliens l'appellent d'ailleurs El Sur. Voilà, tout simplement. Chacun a sa sauce. Ok, donc justement, aujourd'hui, on va parler de cette zone dans son ensemble, donc les 3 régions. Peut-être plus de l'Araucanie et de la région des lacs, parce que on a fait déjà une interview sur la partie des fleuves. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous recommande d'écouter cet épisode, où on parle de Valdivia et de sa région. Est-ce que tu pourrais nous présenter la région des lacs et des volcans dans les grandes lignes, donc nous parler un petit peu de son identité culturelle peut-être, de son histoire, de ses spécificités en termes de paysage, de climat, de géologie, puisqu'on sait que c'est pas la région des lacs et des volcans pour rien. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, dans les grandes lignes, comme tu disais, finalement, j'ai envie de te dire, c'est du vert et du bleu. Voilà, c'est une nature exubérante, le bleu des lacs évidemment, du ciel, il est un peu pluvieux, donc il n'est pas toujours au rendez-vous, on verra tout à l'heure. Au niveau paysage, lac et volcan, son nom l'indique. Tout simplement. Mais aussi, faut pas oublier les forêts valdiviennes, surtout, la forêt valdivienne. Donc elle est caractérisée par une grande biodiversité, en fait, qui est en lien avec ses fortes précipitations et des températures tempérées. Donc c'est l'unique, il me semble, forêt tempérée humide d'Amérique latine. Donc globalement, c'est une végétation foisonnante. Les feuilles sont persistantes, ça veut dire qu'elles ne tombent pas, elles sont toujours présentes. Donc d'où du vert et du bleu.
Cette région, c'est aussi et surtout le berceau du peuple mapuche. Donc Mapu, ça veut dire la terre. Che, c'est peuple. On peut traduire ça comme ça. Donc ce serait le peuple de la terre, en Mapudungun, qui est la langue des Mapuches, tout simplement. Donc en fait, c'est un groupe ethnique. C'est le peuple autochtone qui est originaire du Chili et d'Argentine. Il se répartit un peu entre les deux. Aussi, on peut faire un petit point sur l'histoire de l'Araucanie. On va pas se mentir, elle a été forte en péripéties, avec les armées des Mapuches qui ont résisté premièrement aux Incas, ensuite aux colons espagnols, et dans l'actualité aujourd'hui, c'est pas encore tout tranquille, elle se bat encore pour son territoire. Ouais. Donc c'est assez et encore actuel. Si on peut faire un petit point aussi climat, donc je disais tout à l'heure, du vert et du bleu, pas pour le ciel parce que c'est gris, c'est assez pluvieux. Tout ce vert, faut bien qu'il s'alimente quelque part. Donc c'est une des régions peut-être les plus pluvieuses finalement du Chili, surtout en hiver, de juin à septembre, et surtout, je dirais juillet-août. Après on peut toujours avoir des beaux éclaircies, au petit bonheur la chance. La saison estivale, il fait assez doux globalement, ça oscille aux alentours de 25 degrés, plus vers le sud, je dirais Puerto Varas, Valdivia, etc. Par contre, à Pucón, en plein été, on peut quand même atteindre de bons 30, 32, 33 degrés. Il peut faire quand même assez chaud. Donc, Pucón qui est en Araucanie, on en parlera juste après. Oui, exactement. Et la saison hivernale, elle est assez fraîche, très pluvieuse, et il peut faire moins de 10 degrés facilement. Un bon hiver. Voilà. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, et parler des endroits qui valent le coup, qui valent d'être visités, et il y en a beaucoup. Donc, si on arrive à Santiago et qu'on veut découvrir la région des lacs et des volcans chiliens, comment on s'y rend et où est-ce qu'on arrive? Alors il y a 2 possibilités par voie aérienne. Parce qu'il existe 2 aéroports qui encadrent la région. Donc on aurait Temuco, la ville de Temuco au nord. Depuis Santiago, on compte 1h20 environ de trajet. Et on a au sud de la région Puerto Montt. Donc là, ce serait un tout petit peu plus, 1h45 de vol depuis Santiago. Et également, on a l'aéroport à Valdivia dans la région des fleuves, qui est à mi-chemin. Donc mi-distance. Donc à peu près 1h30 en avion depuis Santiago. Voilà. Ok. Alors je te propose qu'on procède du nord au sud aujourd'hui. Donc une fois qu'on a atterri à l'aéroport de Temuco en Araucanie, quelles sont les options pour commencer le voyage? Ah, vaste question. Oui, c'est parti. Plusieurs possibilités. Parce qu'en effet, on peut déjà, d'ores et déjà, dès qu'on arrive à Temuco, donc dans le nord, filer sur Pucón et le lac Villarrica. Mais on peut faire des petites haltes en amont, qui valent le détour. Donc je pense notamment à 2 parcs qui sont du côté de la Cordillère et qui sont finalement peu connus du public étranger. Connus des Chiliens. Oui. Mais donc ce serait environ 1h30, 2 heures de voiture depuis l'aéroport de Temuco pour rejoindre ces 2 parcs. Puisque finalement les 2 en fait se font face. Donc on a le premier, c'est la réserve Malalcahuello, où il y a la ville de Malalcahuello tout simplement. Donc comme on est dans la région des lacs et des volcans, chaque endroit, on va dire, il a son volcan phare. Attitré. Voilà, exactement. Et là, pour la réserve Malalcahuello, ce serait le volcan Lonquimay. On peut d'ailleurs faire une petite marche. C'est pas spécialement pour les grands mâcheurs. En 1h, 1h30, on se rend au cratère Navidad, qui a une altitude de 1850 mètres. Voilà, où on peut faire une petite marche très sympa pour se découvrir les jambes. On peut aussi aller à la rencontre d'une communauté mapuche de Quilquén. C'est là où on peut aller voir donc tout simplement leur mode de vie en fait, leurs rites ancestraux, leur habitat, leur gastronomie également, qui peut être super intéressante. On a aussi donc le volcan Icalma et le volcan Bateamahuida, puis ensuite la réserve de la China Muerta, qui serait en chemin pour rejoindre l'autre parc, l'autre ville Melipeuco. Donc l'autre parc, ce serait Conguillo. Ce parc-ci, donc il a 2 entrées. Nous, on s'intéresse plutôt à celle du sud, donc de Melipeuco. Voilà, où on arrive pareil depuis l'aéroport de Temuco en 1h30, 2 heures. Donc le parc Conguillo, il a une spécificité quand même assez intrigante, parce que apparemment ce serait le dernier endroit où auraient vécu les dinosaures. Donc il y a même eu un reportage de la BBC à ce sujet, si ça vous intéresse, qui a été filmé sur place. Incroyable, je ne savais pas. Voilà, ouais. Donc bon, sinon il est plus connu pour sa dizaine de sentiers sur place qui sont vraiment accessibles par tous et pour tous. Le plus connu d'entre ces sentiers, c'est celui de la Sierra Nevada. Donc là, on a un point de vue merveilleux
sur tout le parc en général. Mais il y a aussi plein d'autres petits sentiers comme la cascade Troufoul, la Laguna Captrain, celui de la Rocalla Madre, où donc on est en Araucanie. La Rocalla Madre, c'est la mère des Araucarias, donc c'est le plus vieux individu de cette espèce qui se situe dans cette région. On dit d'ailleurs qu'il a plus de 1800 ans. Pour faire une petite parenthèse sur cet arbre, nous en France, on l'appelle le désespoir du singe. Voilà, ici la Roccaria. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Parce que le singe peut pas monter dessus parce que les branches sont à l'envers et en fait il se pique. En fait il peut monter mais il peut pas redescendre. Ok. Voilà, donc c'est désespoir du singe, il reste bloqué. Ok. Voilà. Trop drôle. Donc c'est des espèces de grands individus, parasols, parapluies selon le climat qu'il y a sur le moment. Ils sont propres à la région et ils sont vraiment impressionnants. Ils sont superbes, ils font toute la singularité finalement du paysage de l'Araucanie. Ouais. Donc voilà, et ensuite aussi on a un autre volcan à Conguillo, hein, parce qu'on a dit chaque endroit a son volcan, ce serait le volcan Laima. Donc volcan actif, sa dernière éruption date de 2008. On peut faire des petites marches juste sur les pentes du volcan ou aller un peu plus haut pour aller découvrir ces deux cratères. Voilà. En parlant de volcan, avant de rejoindre Pucón au sud de l'Araucanie, il y a aussi le volcan Soyipuyi. Celui-ci, il est assez intéressant parce qu'il a un cratère glacé, donc qui fait 700 mètres de profondeur. C'est assez impressionnant pour changer un peu. Super. Ensuite, donc, on a l'Araucanie, avec la célèbre petite ville de Pucón, qui se trouve au bord du lac Villarrica. Donc ça, c'est une destination quand même qui est prise à l'assaut par les familles chiliennes l'été, mais pas que. C'est les aventuriers et les amoureux de la nature. Donc là, il y a pas mal de restos sur Pucón, pas mal d'hôtels, pas mal d'activités. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et juste un petit point hôtel pour les deux autres parcs. Finalement, il n'y a qu'un hôtel par parc. Donc nous, on suggère l'hôtel Endemico Lodge à Malalcahuello et l'hôtel La Baita au parc Conguillo. Tout le reste pour le logement, c'est vraiment sinon des petites cabanes du camping. Okay. Voilà, il n'y a pas l'embarras du choix. Alors qu'à Pucón, pour le coup, on est servi. Donc du côté des randos à Pucón, pareil, on a le choix. On a les deux principaux parcs, qui est le parc national Huerquihue, avec mon petit sentier préféré, les lacs, qui est très sympa sur une journée. Il me semble que tu l'avais fait. Oui, sous la neige. Voilà, sous la neige, exactement, la chance. Il y a aussi le sanctuaire El Cani. Donc là, pareil, c'est pour aller à la rencontre de ces lagunes en altitude un petit peu, puisqu'elles dépassent les 1400 mètres. Ouais. Et les araucarias, parce que les araucarias, j'ai oublié de mentionner, on les trouve qu'à partir de 1400 mètres de hauteur. Ils ne sont pas présents avant. Okay. Voilà. Du côté aussi de curiosité géologique, on a les cuevas volcanicas. Donc, c'est des espèces de grottes qui ont finalement été formées par des anciennes coulées de lave du volcan Villarrica. Et on peut y descendre avec nos petites lampes frontales, accompagné d'un guide, et puis voilà. On se sent un peu spéléologue. Donc si on ne veut pas aller sous terre, on peut aller au-dessus sur le volcan Villarrica en faisant son ascension. Bon, actuellement, il me semble qu'il est très actif, donc on ne peut pas le faire, cette ascension. Mais en temps normal, voilà, on arrive jusqu'au cratère, on a des petits masques pour pas trop respirer le soufre, et on redescend les fesses sur la luge, la descente est plus rapide. Ça peut être très très sympa. Mais là, déjà aujourd'hui, on peut quand même aller sur les pentes pour déjà observer un beau panorama, prendre le télésiège de la station de ski pour faire une petite balade, etc. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a quelques stations de ski dans les parages aussi. À Malalcahuello aussi, je crois. Oui, tout à fait, exactement. Voilà, donc vraiment, c'est une région qu'on peut visiter à toutes les saisons finalement. On reviendra sur ce point tout à l'heure, il me semble. Il y a aussi le volcan Quitupián, qui est un peu moins connu, mais qui est très sympa et l'ascension est possible également encore actuellement. Ensuite, on a aussi des petites balades finalement en forêt, comme à le Soros des Cabourgois. Alors, c'est une petite balade tranquille sur des petites passerelles, où on voit des petites cascades aux eaux turquoises et cristallines, à l'ombre des arbres. C'est plutôt très sympa. Voilà, on est en pleine forêt. On peut aller d'ailleurs jusqu'au petit village de Cabourgois, où il a un lac qui a une spécificité intéressante, puisque la plage est divisée en deux entre la plage blanche et la plage noire. Pourquoi noire ? Voilà, c'est suite à l'éruption volcanique du Villarrica. Une plage de cendres. C'est resté exactement comme ça. On a aussi, après voilà, toutes les marches qu'on a faites, on a envie de se détendre.
Et c'est parfait, qui dit volcan dit station thermale. Donc il y a beaucoup de thermes aux alentours de Pucón, mais pas que, dans la région globalement, où on peut aller se relaxer, reposer nos jambes. Donc les plus belles, sans hésitation, ce seraient les Termas Geométricas. Elles sont l'objet d'une modélisation de l'architecte Germán del Sol, un architecte chilien, donc qui a mis en scène en fait finalement ces bains de manière théâtrale, puisqu'il a, comme on dit, déroulé le tapis rouge. C'est une passerelle en bois rouge qui articule tous ces bains qui vont, je sais pas, entre 36, il me semble, et 46 degrés. Selon votre envie et le confort de chacun, vous avez le choix. Je crois qu'il a été très inspiré par le Japon, il me semble. Ça a été inspiré des paysages japonais, des jardins japonais. Et en fait, les termes géométriques se situent dans comme un petit canyon, entouré de fleurs natives, donc c'est très très joli. Ouais, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut le visiter à plusieurs moments de la journée. Par exemple, on peut le visiter le matin, le midi et le soir. Et donc, chaque période a son intérêt. Le soir, ce qui est sympa, par exemple, c'est que quand même, on a le ciel bien étoilé au-dessus de nous en prenant notre bain. C'est plutôt agréable pour bien finir la journée. Quand il fait beau. Quand il fait beau, exactement. Voilà, mais quand il fait pas beau, je les ai fait sous la pluie et c'est super aussi, parce que finalement... tremper pour tremper, on y est. Et d'expérience, c'est très joli sous la neige aussi. Voilà, super. La chance. Et du côté de la culture, on a aussi, encore une fois, les Mapuches. Voilà, là, ce serait plutôt au village de Curarehue, qui a voulu tourner son tourisme, on va dire, le centrer sur sa population locale, sur la communauté locale, Mapuche. Et encore une fois, on peut aller à la rencontre des habitants, et faire partie le temps d'une après-midi, d'une cérémonie, d'un atelier de tissage, d'une recette qu'on va confectionner ensemble, etc. On peut aussi aller, bien sûr, à la rencontre de plein d'autres volcans et d'autres lagunes, par exemple en se rapprochant un peu de la frontière argentine, puisqu'on n'est pas loin finalement, en rejoignant le Paso Mamuil Malal. Donc là, on va aller à la rencontre du volcan Laguine, par exemple. Ok. Voilà. Et ensuite, vraiment, il y a pour tous les goûts, si vous voulez faire du rafting, du canyoning, de l'accrobranche, du kayak, des randonnées équestres, et j'en passe, vraiment l'embarras du choix. Ouais. Tout ça au départ de Pucón, en fait, comme base. Exactement. Ok. Alors, donc déjà, ça c'est que l'Araucanie, et il y a déjà un bon programme. Une fois qu'on a passé suffisamment de temps à Pucón et dans les autres zones de l'Araucanie, qu'est-ce que tu recommandes pour poursuivre vers le sud ? Alors, on pourrait encore une fois rejoindre directement le sud de Puerto Varas et le lac Llanquihue. C'est environ à 4 heures de route sur la fameuse panaméricaine, la route numéro 5. Mais avant cela, on peut quand même faire des petites étapes plaisantes, si on veut prendre son temps, sinon on a le temps également. Voilà, il y a des étapes qui valent le détour. Je pense notamment à Panguipulli, et son lac du même nom, ou encore à la réserve privée Futangué, qui se situe au bord du lac Ranco. Là, c'est pas mal pour s'arrêter un temps, pour faire de la marche, du VTT, encore du rafting, du kayak, mais aussi de la pêche à la mouche. Voilà. Et vous avez environ, je sais plus, une centaine de kilomètres, il me semble, de sentiers mythiques au cœur de la forêt valdivienne. Trop bien. Ok. Donc là, on a traversé l'Araucanie et la région des fleuves. On s'apprête à rentrer dans la dernière partie, donc la partie des lacs, de la région des lacs. Par où on commence ? Alors oui, il y a une ribambelle de lacs. Donc on a passé, comme on disait avant, le Panguipulli, le lac Ranco, et maintenant on va arriver à celui qui est le plus connu, le lac Llanquihue. Alors la ville la plus importante de la zone, c'est Puerto Varas. Elle se trouve à 20 km de l'aéroport de Puerto Montt, en gros. Donc qui dit lac dit volcan dans cette région. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un, mais 2 volcans, parce que là on est gâtés. On a le volcan Osorno et le volcan Calbuco. Alors le Calbuco, il a eu une récente éruption qui a été vachement impressionnante. Vous pouvez aller voir sur YouTube pour les plus curieux. Il y a des petites vidéos de sa dernière éruption en 2015. Et on dit depuis en fait qu'il a perdu sa tête, ce volcan, vu la forme qu'il a, parce qu'il n'a plus du tout son cône, vraiment, il a perdu sa tête. Ok. Voilà. Et puis autour du lac Llanquihue, ce qui est chouette, c'est que les jours de beau temps, on aperçoit toujours l'un ou l'autre, et même des fois les deux. Ok, super. Donc quand on arrive du nord, si on arrive de Pucón, de Panguipulli, de Futangué, on tombe directement sur la station balnéaire de Puerto Octay. Alors Puerto Octay, c'est une petite station balnéaire qui vaut finalement le détour, surtout pour son église. Bon, de l'extérieur, je ne vais pas vous le cacher, elle paye pas de mine, on se demande un peu ce qu'on fait là, mais à l'intérieur, elle est surprenante. Elle est toute en bois, l'architecture est vraiment magnifique. On a aussi une petite promenade qu'on peut faire à la plage Punta Centinela,
Et s'il fait beau ou si vous êtes en pleine saison estivale, bon, là, on pose la serviette et on va se baigner. Dans une petite pause. Dans le lac, je vous précise. Exactement. On peut continuer avec la ville de Frutillar, un peu plus au sud. Vraiment super charmante, super fleurie. Moi, je trouve que c'est une des plus chouettes villes autour du lac Lonquihue. Et en fait, parce qu'elle a gardé surtout des belles maisons des colons allemands. Voilà, il y a d'ailleurs un musée très intéressant en plein air, puisque on visite leur maison. Voilà, savoir comment ils se sont installés dans cette région, etc. C'est super intéressant. Et on y mange bien aussi à Frutillar. Très, très important. Ensuite, finalement, on arrive à Puerto Varas, donc c'est la ville principale, comme on disait tout à l'heure. Elle n'est pas non plus immense, hein, c'est une ville d'environ 22 000 habitants. C'est assez vivant, Puerto Varas. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, voilà, les belles vues sur les 2 volcans. Voilà, c'est assez dynamique. Il y a beaucoup d'ailleurs de Santiaguinais qui sont partis de Santiago pour s'installer à Puerto Varas. Donc c'est une ville qui est en pleine expansion dernièrement. Comme Pucón d'ailleurs, mais je dirais plus encore Puerto Varas. Ensuite, au-delà de Puerto Varas, on a Petrohue. Donc Petrohue, c'est un petit village qui est au bord du lac Todos los Santos et qui a une plage de cendres volcaniques. Donc c'est pareil, ça peut être un point de départ pour aller en Argentine. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus. Mais Petrohue, c'est surtout connu pour les chutes de Petrohue, qui sont au sein du parc Vicente Pérez Rosales. Très, très sympa, pareil, c'est un petit sentier, une petite balade où on voit des eaux turquoises, on est en dessous de la forêt, des vues sur le volcan Zorno, voilà. Toujours le même refrain, agréable. On a, si on poursuit le tour, du lac Lonquihue toujours, on a un petit village qui s'appelle Cascadas, et qui a une cascade, comme il porte bien son nom. Là, c'est une toute petite marche de moins d'1 heure, pour aller à la rencontre finalement d'une cascade d'une 50aine de mètres de hauteur. Et en fait, cette cascade, elle est sur les pentes du volcan Zorno. Et ce qui est super dans cette petite marche, c'est que la végétation, elle est luxuriante, vraiment foisonnante. Vraiment une pause fraîcheur, cette petite marche. Et moi, ce que j'avais spécialement adoré, c'est ces espèces de fougères géantes qui s'appellent Nalca. Donc on a aussi le centre de ski volcan Zorno. Donc là, c'est pour avoir un beau point de vue sur le volcan Calbuco, sur le lac Lonquihue, sur tous les environs, finalement, la vallée du Rio Petrohue. Et on a une petite marche aussi qu'on peut faire d'1h30 environ pour voir les 2 cratères de ce volcan. Il a un cratère noir et un cratère rouge. Voilà, donc encore une petite marche bien sympathique. Et enfin, pour finir, je dirais le parc Alerce Andino, qui est plus au sud de Puerto Varas. Celui-ci, on n'est plus du tout autour du lac Lonquihue. Là, on est aux portes de la Patagonie, diraient certains. Et en effet, voilà, c'est une forêt millénaire où on observe beaucoup de cyprès de Patagonie. Donc là, pour les amateurs de flore, de botanique, c'est un petit paradis. Super, trop bien. Donc là, on a fait le tour de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut faire dans cette zone des lacs et des volcans. Pour faire tout ça sans se presser, quel minimum de nuit sur place tu recommanderais? Et si on a un temps illimité, quelle est la durée pour un séjour confortable dans lequel on n'a pas besoin de faire de concessions? Alors pour une durée limitée, je dirais que l'idéal, si on a le temps, en 2 semaines, c'est génial. C'est génial. Pour vraiment faire tous les parcs, chacune de ces 3 villes principales, etc., ce serait 2 semaines. Après, bien sûr, on peut la faire partiellement, la visite de la région de lac. Donc on peut la faire, ça peut être de 3 à 12 nuits, selon ce qu'on souhaite faire. Parce que par exemple, vous pourrez rester 3 nuits seulement à Pucón, faire des petites balades, ou encore 3 nuits à Puerto Varas autour du lac Lonquihue, ou si on veut faire juste les parcs Conguillo et Malacahuayo, 4 nuits en tout, c'est pas mal. Voilà. D'accord, super. On peut aussi faire que l'Araucanie ou que la région des lacs. Tout à fait, le combiné qu'on souhaite selon le temps qu'on a. Super. Alors maintenant, si on parle météo, quelle période de l'année tu recommanderais pour visiter la région? On a bien compris que ça peut être pluvieux. Si on va avoir des chances d'avoir des journées ensoleillées, quelle est la meilleure période de l'année pour y aller? Alors, pour les journées ensoleillées, la belle saison, on va dire, c'est de octobre à mars, voire mi-avril. On peut tirer jusqu'à mi-avril. Donc c'est là où il va y avoir moins de pluie, des températures plus clémentes, douces, etc. Voire janvier, février, comme je disais plus tôt à Pucón, températures qui, des fois, vont jusqu'à 30 degrés. Donc voilà. Ensuite, l'automne, vraiment, il y a moins de monde et il y a les belles couleurs automnales. Donc c'est quand même un petit plus, pas négligeable. Donc pour moi, finalement, le mois idéal, ce serait le mois de mars. D'une part, parce qu'on est à cheval entre la saison estivale et la saison automnale, donc pour ces belles couleurs, pour ces températures douces, mais aussi parce que finalement, c'est la rentrée des Chiliens. Ils ne sont plus en vacances d'été, donc il y a moins de monde. Et comme c'est une région très prisée des habitants de Santiago, c'est vrai que ça doit faire une différence. Exactement. Donc l'idéal, mars. Donc les températures, en général, sont douces, donc c'est 15 degrés,
Ok. Voilà, jusqu'à 30 degrés. D'accord. Mais il fait frais le soir, par contre. Oui, toujours prévoir son petit anorak. Toujours, aussi. Super. Donc, chez Voyage Exception, on aime bien encourager nos voyageurs à prendre leur temps, à réduire aussi l'avion si c'est possible, pour éviter de perdre trop de temps dans les transports. Avec la région des lacs et des volcans, il y a plusieurs options si on souhaite étendre un peu le voyage et combiner avec d'autres régions, même d'autres pays si on décide d'aller du côté de l'Argentine. Est-ce que tu peux nous parler des options pour explorer les régions environnantes sans avoir à prendre l'avion? Tout à fait, sans prendre l'avion, on peut se rendre à plusieurs autres régions. Par exemple, je pense à Chiloé, juste à côté de Puerto Varas, où on va prendre un bac depuis Parua. Voilà, on va dire environ une 60aine de kilomètres de Puerto Montt, donc moins 80 kilomètres de Puerto Varas. Donc on prend ce bac et on va aller jusqu'à Ancud. Donc pour l'instant je dis bac, mais bientôt il va y avoir un pont qui traverse le continent jusqu'à l'île de Chiloé. Il est en construction actuellement. Ou sinon on peut rejoindre aussi la route australe si on veut rester au Chili encore. Hein. Donc là il y a deux options. On peut passer par l'estuaire de Reloncaví en longeant la route côtière depuis Ensenada. On va traverser les villages de Cochamo, Puelo. Ou bien on peut aussi traverser par le bac, cet estuaire de Reloncaví. Donc là, depuis la Caleta La Arena, on va rejoindre de l'autre côté Caleta Puelche. Ok, super. On peut également rejoindre donc l'Argentine, comme tu disais Anaïs, avec la traversée du lac Todos los Santos, donc depuis le village de Petrohue. On va rejoindre finalement Bariloche. Donc voilà, on va faire plusieurs traversées de lacs et aussi un peu de parties par voie terrestre. Voilà. Ok, super. Et d'ailleurs, je me disais, on peut aussi, si on a vraiment le temps et on est super motivé de la région des lacs, combiner la région des lacs argentins et la région des lacs chiliens, soit en passant par le nord, par Mamou y Malal, comme on disait tout à l'heure, et revenir par les lacs, ou inversement, et faire comme ça une boucle. Exactement. Tout à fait. Alors là, il y a encore plus de choses à voir, donc il faudrait prévoir un peu plus de temps, mais tout à fait, on peut faire même juste tout simplement combiner une partie des lacs argentins, une partie des lacs chiliens, ou entier, tout à fait possible. Vraiment beaucoup de possibilités. Donc j'ai envie de te demander à qui tu recommanderais la découverte de la région des lacs et des volcans. Là vraiment, je trouve que c'est un des beaux avantages de la région, c'est que finalement tout le monde peut s'y rendre en fait. Voilà, que ce soit des grands marcheurs, des petits marcheurs, qu'on soit en famille, en couple, entre amis, tout seul, vraiment, tout le monde trouvera son bonheur sur place. Si on aime la nature et si on aime marcher, alors là, c'est parfait. Faut quand même être amateur du plein air, des grands espaces, de la nature. C'est quand même le point d'intérêt principal de cette région. Ça pourrait faire l'objet tout à fait d'un premier voyage au Chili. Mais pour ceux qui n'y sont pas encore allés et qui sont déjà venus au Chili et qui reviennent, il faut y aller. Vous verrez que le Chili n'a pas fini de vous surprendre. Trop bien. Donc on a passé en revue toute la région avec ton œil d'experte. Mais avant de terminer, j'ai envie de te poser une question un petit peu plus personnelle. Quels sont, toi, tes incontournables, les endroits ou les expériences que tu as préférées au cours de tes voyages là-bas? Et si tu as un conseil pour ceux qui hésitent à l'inclure peut-être dans un futur voyage au Chili? Oh, c'est une question difficile parce que la région est tellement riche. Ma formation de paysagisme me ferait choisir sans hésiter les parcs en Araucanie. Les Araucarias, ils sont tellement particuliers, on les rencontre nulle part ailleurs sur la planète. Bon, c'est eux qui font la singularité du paysage, non, vraiment, les parcs en Araucanie. Et Conguillo, particulièrement. Ah, non, la vie. Bon, et après, mon côté aventurière dirait plutôt d'aller à la rencontre d'un volcan. Parce que ce soit finalement une véritable ascension ou juste une petite marche sur les pentes du volcan, je trouve que voilà, pour observer ce panorama, pour avoir un lien avec ces géants de la nature, c'est une sensation indescriptible. Vraiment, faut le vivre, faut le comprendre. C'est une véritable expérience de vie. Super. Alors, une petite dernière question avant de conclure. Est-ce que tu as un livre, un film ou une série ou alors un podcast à recommander aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus sur cette région, avant peut-être de décider s'y rendre? Justement, il me semble qu'on a un podcast de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, sur l'ascension du volcan Sohipuli et de son cratère glacé. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, c'est la fin de notre entretien. Merci Claire d'avoir accepté de partager ta connaissance de la région des lacs et des volcans du Chili avec nous et avec nos auditeurs. Un grand merci à toi Naïs, parce que vraiment rien que d'en parler, là j'ai déjà hâte d'y retourner. On y va. Allez. À bientôt. À bientôt. Ciao. C'est le moment de conclure en culture cet épisode. Et pour cette fois, c'est Claire qui partage avec nous ses ressources pour en savoir plus sur la région des lacs et volcans chiliens. Je pensais encore au livre Chile, Volcanes, Rio y Lagos du photographe Nicolas Pironca. Il a travaillé et voyagé durant 30 années environ, dans ces contrées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception.
Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.